Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors, Casimir et moi, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Cher activiste, cher militant. Viens, mon petit Casi. Hein? C'est beau ça, hein, n'est-ce pas? Vous l'entendez pas ronronner. Alors, voilà. Alors aujourd'hui, donc, bon anniversaire, Luc. Alors aujourd'hui, je vous lis des passages de la préface de ce livre qu'a écrit Julian Assange avec Jacob Applebaum, Andy Mugun et Jérémy Zimmerman. Je vous lis la préface. Menace sur nos libertés, comment Internet nous surveille, comment résister. Ça, je vais vous en parler de ça quand je vais l'avoir lu. Un cri d'alarme. Ce livre n'est pas un manifeste. Il n'y a plus de temps pour cela. Ce livre est un cri d'alarme. Le monde n'est pas simplement en train de dériver vers une dystopie transnationale sans précédent. Il s'y précipite. Hors des milieux qui s'occupent de la sécurité nationale, cette situation n'a pas été pleinement perçue, occultée par le secret, la complexité et l'ampleur qui la caractérisent. Internet, le meilleur de nos instruments d'émancipation, est devenu le plus redoutable auxiliaire du totalitarisme qu'on ait jamais connu. Internet est une menace pour l'humanité. Si cette transformation n'a pas fait de bruit, c'est parce que ceux qui en sont conscients travaillent dans l'industrie de la surveillance mondiale et n'ont aucun intérêt à prendre la parole. À moins d'un changement de cap, la civilisation mondiale sera devenue, d'ici quelques années, une dystopie de surveillance postmoderne à laquelle seuls les plus habiles auront une chance de se soustraire. En vérité, nous y sommes déjà, peut-être. Évidemment, vous avez compris que moi, j'appartiens à l'ancien monde, à un monde très ancien, celui du papier. Mais ce n'est pas parce qu'on est une vieille barbe qui maîtrisons mal les nouveaux outils technologiques que nous ne pouvons pas apporter notre petite pierre. Et j'en profite ici pour vous relire ce passage, la citation tirée de ceci. Je n'ai pas encore eu le temps de lire avec tout le soin que mérite ce livre, mais ça ne saurait tarder. Alors, une citation qu'Aurélien Lemans nous fait de Philippe Codic. Un jour, je me suis rendu compte que quand on n'est pas courageux, les autres qualités n'ont aucune importance, parce qu'on ne fera pas le nécessaire pour qu'elles s'expriment. J'ai fini par réduire l'ensemble des qualités humaines à une seule, le courage. Eh bien, il va nous en falloir du courage. Il va nous en falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ceux qui ne voient pas ce qui est en train de se produire, ça craque de partout. De partout. Et il ne faut pas avoir l'oreille particulièrement fine pour entendre le grondement de la révolte. Il faut écouter. Se mettre au ras du sol, comme dit Samuel Beckett. Et là, on va entendre de drôles de bruits. Après ça, les gens s'étonnent quand ça jaillit de source. Ils étaient sourds. Une foule d'auteurs ont réfléchi à ce que signifie Internet pour la civilisation mondiale, mais ils se trompent. Ils se trompent parce qu'ils n'ont pas la perspective que procure l'expérience directe.
Ils se trompent parce qu'ils n'ont jamais rencontré l'ennemi. Aucune description du monde ne survit au premier contact avec l'ennemi. Nous avons rencontré l'ennemi. Au cours des 6 dernières années, Wikileaks s'est heurté à presque toutes les grandes puissances étatiques ou à leur relais. Parce que nous avons sondé les secrets, nous avons des nouvelles formes de surveillance étatique, une perspective de l'intérieur. Nous avons une perspective de combattant parce que nous avons été amenés à protéger nos collaborateurs, nos finances et nos informateurs contre ces attaques. Nous en avons une perspective mondiale parce que nous disposons d'alliés, de ressources et d'informations dans quasiment tous les pays. Nous en avons une perspective à long terme parce que nous luttons contre ce phénomène depuis des années, au cours desquelles nous l'avons vu se démultiplier et se propager sans répit. C'est un parasite invasif qui se nourrit de toutes les sociétés qui fusionnent avec Internet. Il se répand sur la planète entière, infectant tous les États et les peuples qu'il rencontre. Que faut-il donc faire? Un beau jour dans un lieu qui ne se trouve nulle part, nous, bâtisseurs et citoyens de l'Internet naissant, avons débattu de l'avenir de notre nouveau monde. Nous avions compris que les rapports entre peuples seraient désormais médiatisés par notre nouveau monde et que les États qui se définissent par la façon dont les gens échangent l'information, les biens et les forces, changeraient de nature eux aussi. Nous avions compris que la fusion entre les structures étatiques existantes et Internet créait la possibilité d'un changement de nature des États. Commençons par rappeler que l'État est un système au moyen duquel s'exerce la force de coercition. Les factions au sein d'un État peuvent se disputer l'adhésion des gens, donnant lieu à des phénomènes démocratiques de surface, mais le soubassement d'un État est l'application et l'évitement systématique de la violence. La possession de la terre, la propriété, les loyers, les dividendes, les impôts, les amendes judiciaires, la censure, les droits d'auteur et les marques, tout cela est garanti par la menace et l'application de la violence de l'État. Le plus souvent, nous n'avons pas conscience de la proximité de cette violence parce que nous faisons tous des concessions pour l'éviter. Tel le marin flairant la brise, nous nous attardons peu sur l'idée que notre monde de surface repose sur l'obscurité. Dans le nouvel espace créé par Internet, quel serait le bras armé de la force coercitive? La question a-t-elle seulement un sens? Dans cet espace éthéré, ce royaume en apparence platonique où circulent les idées et les informations, peut-il vraiment y avoir une force coercitive, une force qui modifierait les archives historiques, mettrait les téléphones sur écoute, isolerait les individus, transformerait la complexité en bouillie et érigerait des murs à la façon d'une armée d'occupation? Comme le rappellent ses origines physiques, le flux d'idées et d'informations qu'est Internet n'est pas d'une nature seulement platonique. Internet a pour fondation des câbles de fibres optiques posés au fond des océans, des satellites qui tournoient au-dessus de nos têtes, des serveurs informatiques hébergés dans des villes aussi diverses que New York et Nairobi. Tout comme le soldat qui tua Archimède d'un simple coup d'épée, une milice armée pourrait faire main basse sur l'ultime réalisation de la civilisation occidentale sur notre royaume platonique. Alors, je poursuis demain la suite de cet ouvrage très intéressant. Je commence à peine à le lire. Alors, je vais
Je vais vous lire la préface et après-demain, je vous ferai un résumé des solutions. Visiblement, ces solutions-là résident dans le cryptage. Mais bon, moi, je suis trop vieux, trop dépassé pour me convertir à l'informatique quantique. Mais il me reste ma force de persuasion, il me reste ma parole, il me reste ma vie en un mot. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. Allez, si vous êtes assez curieux, vous allez me trouver facilement. Portez-vous bien, bonne journée. Et puis, j'ai rajouté, mais on est tous surveillés. Et davantage ceux qui se cachent pensant ne pas être surveillés. Allez, merci, bonne journée.